C'est l'un des postes les plus convoités aux États-Unis, diriger le FBI et la CIA, en gros le renseignement de la première puissance mondiale. C'est ce qu'a fait pendant 15 mois Tulsi Gabbard. Cette protégée de Donald Trump va démissionner à la fin du mois. Elle fait l'objet d'une enquête du Washington Post. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Bonjour à vous. L'enquête est explosive. Elle révèle les liens que Gabbard aurait entretenus avec une secte. Oui, effectivement, vous l'avez dit, l'enquête est explosive parce que cette affaire touche à la fois à sa crédibilité, la crédibilité de Tulsi Gabbard, sa crédibilité personnelle et à son parcours politique. Et ce, même s'il faut préciser que son influence a clairement décliné depuis l'annonce de sa démission, vous l'avez rappelé. Mais c'est vrai que pendant des années, Tulsi Gabbard a été une figure atypique à Washington, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, rappelons que l'ancienne directrice du renseignement est aussi ancienne élue démocrate, candidate à la primaire présidentielle de 2020, vous vous en souvenez, vétéran de l'armée américaine, ce qu'elle revendique régulièrement. Elle a fini par rompre spectaculairement avec son ancien parti, les démocrates, en 2022. Dans sa lettre de départ, à l'époque, elle accusait les dirigeants démocrates d'être devenus une élite, je cite, déconnectée, hostile aux voix dissidentes et enfermée dans une logique de confrontation permanente. Par la suite, elle s'est rapprochée de Donald Trump, évidemment. Elle a notamment dénoncé les interventions militaires américaines, critiqué la politique menée en Ukraine et surtout remis en cause la gestion de la pandémie de Covid. Et peu à peu, elle est devenue l'une des voix les plus offensives contre le fameux docteur Anthony Fauci, notamment, dont vous vous souvenez bien entendu, et qu'elle accuse aujourd'hui d'avoir ni plus ni moins dissimulé ou minimisé certains éléments liés aux recherches financées à Wuhan. C'est un scandale naissant ici aux États-Unis. C'est donc dans ce contexte qu'éclatent aujourd'hui les révélations sur ces liens, les liens de Tulsi Gabbard, avec la Science of Identity Foundation, un mouvement spirituel fondé à Hawaï par un certain Chris Butler. Disons-le clairement, selon les standards français en tout cas, on peut qualifier cette organisation de mouvement sectaire, tout simplement. D'ailleurs, même ici aux États-Unis, les anciens adeptes et certains observateurs qualifient clairement cette organisation de secte en raison de la place centrale accordée à ce Butler donc, et du contrôle qu'il exerçait sur ses disciples. Précisons que les membres du mouvement rejettent catégoriquement cette qualification et parlent d'une communauté religieuse hindoue tout à fait ordinaire. L'accusation n'est donc pas simplement que Tulsi Gabbard aurait grandi dans cet environnement, l'accusation est en fait beaucoup plus grave. Les témoignages et documents suggèrent que Chris Butler aurait influencé Tulsi Gabbard avec ses fonctions. Là est le problème. Ses soutiens, à l'inverse, répondent que le calendrier n'a rien d'innocent. Selon eux, cette polémique vise surtout une personnalité devenue gênante parce qu'elle a défié plusieurs piliers du consensus washingtonien, démocrate-républicain, depuis la politique étrangère américaine jusqu'au rôle joué par Anthony Fauci pendant la pandémie. Autrement dit, le débat dépasse largement la question religieuse. Il porte sur la crédibilité d'une femme, sur la sécurité nationale également, qui a construit sa popularité, cette femme, en contestant certaines des vérités les plus établies de Washington. Mathieu, est-ce qu'au-delà du cas Tulsi Gabbard, vous diriez que les États-Unis sont plus tolérants que l'Europe envers l'influence des mouvements religieux sur la vie politique ? Oui, alors la réponse est clairement oui, c'est même sans comparaison. En France, si on découvrait qu'un ministre recevait régulièrement les conseils d'un gourou, cela provoquerait probablement une crise politique immédiate et la fin de la carrière politique du dit ministre. On n'est pas en train de parler de François Mitterrand qui consulterait ou qui a consulté ou probablement une voyante. Que les choses soient bien claires, c'est très différent ici. Mais aux États-Unis, la situation est beaucoup plus nuancée parce que la religion est omniprésente dans la vie publique comme politique. Donald Trump s'appuie sur les évangéliques, on le sait, et il ne serait probablement pas au pouvoir sans eux, certainement pas au pouvoir sans eux. Les présidents prêtent serment sur la Bible, ce qui n'est pas problématique en soi quand on connaît la sociologie américaine et que l'ensemble commun qui unit la Constitution à la foi domine ici. Les élus parlent d'ailleurs constamment de leur foi. Les Mormons ont produit des candidats à la présidentielle américaine, on s'en souvient. John Kennedy, dans un autre registre, avait d'ailleurs en son temps rassuré l'opinion américaine sur ses liens avec l'Église catholique, qui est minoritaire ici. Bref, la question n'est pas de savoir si un responsable
politique est influencé par sa foi. Mais jusqu'où va cette influence ? Qu'il s'agisse d'une foi simulée ou non, d'ailleurs, suivez mon regard. C'est précisément ce qui rend l'affaire Gabbard préoccupante, en fait. Ses détracteurs ne lui reprochent pas d'être hindou. Ils affirment tout simplement qu'un chef spirituel aurait pu intervenir dans son activité politique ultra sensible. Pour beaucoup de conservateurs, en revanche, elle paie aujourd'hui le prix de cette dissidence, de cette indépendance politique, autant que celui de son parcours religieux. Au fond, la vraie question n'est pas religieuse. La question est de savoir si Tulsi Gabbard est aujourd'hui attaquée parce qu'elle aurait été influencée par un gourou ou si parce qu'elle est devenue l'une des figures, c'est vrai, les plus iconoclastes et les plus dérangeantes de la droite américaine contemporaine. Merci beaucoup Mathieu Mabin, en direct de Washington, comme chaque jour.